Bonjour à tous. Dans les deux dernières vidéos, nous avons constaté que les OSC étaient des organisations spécifiques. Elles cumulent notamment deux caractéristiques qui les distinguent de toutes les autres organisations. Elles sont d'une part privées et d'autre part non lucratives. Du fait de ces particularités, les OSC adoptent très souvent des stratégies différentes des autres organisations. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à trois grands groupes de stratégies fréquemment adoptées par les OSC. D'abord, nous verrons la question de la recherche de nouveaux partenaires. Nous nous attaquerons ensuite à la recherche de distinctions et d'autres agréments. Enfin, nous regarderons quelques stratégies issues des entreprises privées que peuvent adopter les OSC. Il est à noter que de nombreuses OSC poursuivent, dans le même temps, plusieurs options stratégiques différentes. Elles peuvent, par exemple, rechercher un nouveau partenaire et une distinction. Cela peut être une bonne idée. Elle obtiendra ainsi bien plus de ressources, comme des fonds et de la notoriété, rapidement. Cela dit, il faut prendre garde à cette stratégie. Il ne faut pas oublier que la finalité d'une OSC, son objet social, n'est pas la lucrativité, mais plutôt de défendre une cause, comme sauver les chatons par exemple. Les OSC doivent donc faire en permanence un arbitrage entre la recherche de ressources et la poursuite de leur objet social. La recherche de nouveaux partenaires est utile afin de diversifier les ressources des organisations. Par exemple, de nombreuses entreprises cherchent, dans le cadre de leur politique RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, à donner de l'argent à des associations. C'est par exemple le cas de Disney, qui distribue de fortes sommes à de nombreuses associations engagées dans le handicap. Pour Mickey, l'enjeu est de gagner en notoriété. Pour les associations, c'est une bonne stratégie pour gagner un mécène. La recherche d'agrément et de distinction est également importante. L'agrément, c'est une reconnaissance officielle qu'on possède certaines compétences. Cela va en général avec certains droits. Par exemple, il est nécessaire, pour les associations sportives, d'obtenir un agrément pour avoir des financements et organiser les compétitions. De nombreuses autres distinctions existent, comme le label La France s'engage. Prenons un exemple commun, la reconnaissance d'intérêt général, qui permet aux associations de recevoir des dons défiscalisables. Explication, cela veut dire que si on fait un don de 100 € à une association possédant cette distinction, on paiera 66 € de moins sur son impôt sur le revenu. Cela explique probablement la générosité de nombreux Français. Autre exemple, la reconnaissance d'utilité publique octroyée aux grosses associations permet de recevoir des legs. On le voit, ces deux stratégies visent surtout à obtenir prestige et financement, et les deux sont extrêmement liés. Laissez-moi vous raconter une histoire. La Fédération française des sports de glace a récemment été au cœur d'un scandale. Il s'avère que son président est soupçonné d'avoir couvert des choses, disons, répréhensibles. La ministre des Sports est alors montée au créneau, réclamant des comptes. L'histoire s'est soldée par la démission du président de la FFSG, la ministre menaçant, dans le cas contraire, de retirer ses agréments à l'association. Cela aurait bien évidemment signé son arrêt de mort. Quel est l'enseignement ? Eh bien, dans cette affaire, le président de la FFSB ne pouvait pas ignorer qu'il se passait quelque chose dans son association. Il n'a pas été transparent et a ainsi perdu la confiance du ministre. Or, pour les OSC, la transparence n'est pas facultative. C'est bien normal, les mécènes et les donateurs veulent savoir ce que l'organisation fait de l'argent qu'ils lui donne. Imaginons qu'on découvre demain que la SPA revend les chiens qu'elle sauve à des restos chinois. Plus personne ne voudra donner du temps ou de l'argent à cette organisation, quand bien même elle change ses pratiques. Bon, je précise que c'est une illustration et que je suis convaincu que la SPA est clean. Ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est qu'il faut toujours être clair avec l'argent qu'on a quand on est une OSC. C'est d'ailleurs essentiel pour une autre raison. Une OSC est forcément une organisation démocratique. Il faut donc que ses dirigeants, le président, le bureau par exemple, informent au mieux l'Assemblée générale afin qu'elle prenne ses décisions en connaissance de cause. N'oublions tout de même pas que c'est elle qui dirige en définissant notamment l'objet social. Dernier point. Il s'avère que les OSC s'inspirent également de stratégies d'entreprise. Elles peuvent notamment se spécialiser. Un exemple d'OSC très spécialisé, c'est l'AMDS, l'association des malentendants et devenus sourds des Midi-Pyrénées. Autre exemple, la cravate solidaire permet le prêt de vêtements aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas les moyens d'acheter un costume pour les entretiens d'embauche. On voit qu'elle vise vraiment des, entre guillemets, marchés de niche. Deuxième solution, la diversification. Par exemple, les Restos du Cœur sont bien loin, aujourd'hui, du seul don de repas. Ils ont également monté les Bébés du Cœur pour aider les mamans,
mais aussi les ateliers du cœur pour réparer les vieux meubles et appareils usagés. Enfin, de nombreuses OSC croissent. Par exemple, le réseau des écoles de la seconde chance, qui cherche à sauver des élèves décrocheurs, ouvre en ce moment de nombreux établissements. D'autres OSC adoptent des stratégies marchandes, par exemple en vendant des goodies ou des t-shirts. Les OSC ont donc de nombreuses possibilités pour se développer, et ne doivent pas, pour autant, oublier leur raison d'être. Certaines OSC s'engagent ainsi dans une vraie course aux ressources, à l'image d'une entreprise lucrative. Ces organisations ont en réalité perdu leur raison d'être et ne servent plus la cause qu'elles prétendent défendre.